Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radioactive sur 100 FM, je suis votre animateur Mourad Zegari. Alors vous le savez, nous sommes en plein Tour de France. Pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Julien Holz qui vient nous parler des multiples livres qu'il a coécrits sur le vélo et le Tour de France avec son père, Gérard Holz, journaliste sportif bien connu des Français. La collection s'appelle Les 100 histoires de légende, sortie aux éditions Grund, une anthologie du sport en histoire et en photo. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Salut Mourad. Ça fait plaisir de t'avoir. Bah écoute, c'est un plaisir aussi partagé. Peut-être avant qu'on parle des trois bouquins autour du vélo et du sport, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de comment cette aventure d'écriture est née, a débuté, parce que tu n'étais pas auteur au départ. Non, 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 moi j'ai fait ma carrière dans le digital. Et d'ailleurs, on a croisé nos chemins il y a exactement 17 ans ensemble chez France Télévisions Interactive, donc qui était la filiale digitale de France Télévisions. Alors, comment tout ça a démarré? C'était à l'été 2012. On est parti passer une dizaine de jours dans une case au Sénégal, au bord de l'océan, une case qui a été construite par l'épouse de mon père, de ses propres mains. Et je lui ai fait part un petit peu de mon impression d'être au bout d'un cycle et de tourner en rond dans mon travail du quotidien. Pour être plus précis, le design d'expérience utilisateur dans le digital. L'UX. Et il m'a dit, à la rentrée, je vais voir mon éditeur, il m'a proposé de faire un bouquin de légende du Tour de France. Et je lui ai dit, bah écoute, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Je lui ai dit, mais ouais, carrément. En fait, on ne savait pas du tout à quoi on se lançait. On imaginait qu'on allait choisir des photos et les légender. Donc, juste faire un bouquin de Très photos et simple. puis voilà, et basta. Et puis en fait, on s'est rendu compte de la masse de travail que ça a représenté, l'écriture du premier livre. Mais ça a été un tel succès que dès la sortie, au bout de 2 semaines, l'éditeur a décidé d'en réimprimer. Et puis de renouveler une nouvelle réimpression pendant l'été. Donc en fait, le premier livre a été un tel carton que dès la rentrée de septembre 2013, il nous a dit bah, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Et nous, on a dit bah, ok, on enchaîne, on fait et on va décliner tous les ans sur le même format que notre premier livre, les 100 histoires de légende du Tour de France. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, on est arrivé là, au mois de juin 2022, à sortir le 9e titre de la collection. Et on en disait, ça fait presque donc de 10 ans pour le coup que vous avez commencé le projet. Bah oui, exactement. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à écrire et 9 ans que le premier livre est sorti, Les 100 histoires de légende du Tour de France. Et au niveau des chiffres, à la fin de l'année 2021, faut savoir quand même qu'un éditeur, il est content quand il vend 3000 exemplaires d'un beau livre. Ah, Ce qu'on appelle beau livre, en fait, c'est des livres illustrés, avec des photos, avec des maquettes graphiques, etc. en grand format en principe, ce qui est Oui, le cas pour voilà, le c'est vôtre. ça. Ouais. Et donc, 3000 exemplaires. Et ben, ce livre sur le Tour de France, il a dépassé les 35 000 exemplaires en 8 ans d'exploitation, entre guillemets. Ouais, bah, félicitations pour ça, c'est énorme, effectivement. Tu parlais justement du Tour de France, donc toi, trois livres pardon, autour du vélo. Les 100 Ouais, histoires de légende du Tour de France, sorti en mai 2013. Les 100 histoires de légende du vélo, sorti en mai oui, 2019. ouais. Et Légende du Tour de France, 180 histoires pour revivre les plus grandes heures du Tour. Celui-là est sorti en octobre 2020. C'est le plus beau livre de la collection. C'est le plus étoffé, c'est le plus complet, où on va avoir bah, du texte et puis à chaque fois une photo qui va illustrer l'histoire. Et on a des petites pastilles complémentaires pour comprendre des chiffres, des explications de mots-clés, des anecdotes, des petits secrets, des petites coulisses. Voilà. C'est un bouquin qui fait 280 pages et qui a je crois, 4,9 sur 5 sur Amazon. Donc, en termes d'appréciation des lecteurs, il est vraiment euh, très, 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 très apprécié. Et il est, semble-t-il, très légitimé par les lecteurs, à la fois qu'ils soient connaisseurs ou pas. Ah bah c'est parfait. Et donc, on parlait des différents livres que tu as écrits ou que vous avez écrits avec ton père Ouais. sur le vélo. J'imagine que chaque livre a sa spécificité pour pas être redondant, pour pas que ce soit juste la version 2, la version 3. Bah, oui, en effet. Là, par exemple, on a fait en 2019 les 100 histoires de légende du vélo. Ouais.
Alors, on n'a pas voulu que le titre soit cyclisme, parce que cyclisme, c'était trop orienté vélo de route. Et du coup, on a voulu voilà, raconter l'histoire de la bicyclette et de sa pratique. Alors, on a parlé de VTT, on a parlé de matériel, on parle aussi de recherche scientifique autour de l'aérodynamisme, par exemple. Voilà. Alors après, comment on fait pour ne pas se répéter et ne pas être redondant d'un livre à l'autre? En fait, on a un modèle dans la collection des 100 histoires, c'est que on va parler de l'histoire du sport dont on parle dans le livre, de l'évolution des règles, de l'évolution technique aussi, de l'innovation, tant en termes de matériel que de gestes. Et puis après, on va aussi aborder une grande partie de portraits sur les grandes stars et les grandes idoles de ce sport-là. Souvent aussi, après, on a un chapitre sur les exploits et les records, et on a ce que ça plaît beaucoup, J'imagine. un chapitre aussi sur les scandales, les drames, les accidents, les triches, les magouilles, parce que évidemment, ça fait partie de la nature humaine que de flirter avec les limites pour gagner. On entend beaucoup parler de scandale, effectivement. Très belle transition. J'allais te proposer de nous donner peut-être trois anecdotes. Une sur la plus belle victoire, le plus gros scandale pour toi, et peut-être Ouais. la plus grosse surprise, au dernier moment, une victoire qui n'était pas prévue. Alors, la plus belle histoire, là, comme ça, à brûle pour point, je crois que c'est Jens Voigt. Il faut savoir que Jens Voigt, c'est un coureur allemand. C'est un très bon rouleur et il a toujours eu dans sa carrière un rôle de coéquipier. Donc, en fait, un coureur de l'ombre qui était au service de son leader. Et en fait, lors d'une étape de montagne, après avoir passé la ligne d'arrivée, il est redescendu de quelques mètres. Il a été offrir son bidon à un gamin qui était là, plaqué contre les barrières. Et c'est voilà, c'est le genre de geste que j'adore. Après, des anecdotes. Dans les années 30, il y avait un coureur français qui s'appelait Jules Moineau. En fait, il est arrivé à Bordeaux avec un quart d'heure d'avance sur le peloton. Il a réussi à s'échapper et il a réussi à gagner l'étape avec une marge phénoménale. Et en fait, il s'était arrangé avec tous ses copains du coin parce que il était originaire de la région et du bassin d'Arcachon. Et en fait, il avait organisé des bars ambulants sur le bord de la route, et tout le peloton s'est réhydraté, à la bière. Ah Et ouais, du coup, lui, il en a profité pour s'échapper et il a gagné l'étape avec une avance folle. Ça, c'est le genre d'anecdote qui me fait rire. c'est plutôt pas mal, oui. C'est Ouais, ouais, inventif, ouais. on va dire, c'est créatif. Et puis, il y a aussi les histoires sombres du Tour de France. Et j'ai évidemment envie de parler de Lance Armstrong, qui nous a tous étonnés, qui nous a tous estomaqués par rapport à la supériorité dont il faisait preuve pendant le Tour de France. Il faut se souvenir qu'il a gagné 7 victoires consécutives entre 99 et 2005. Et puis en 2013, il a tout avoué à Oprah Winfrey. Alors, tout avoué, C'est quoi tout avoué, ouais. il a orchestré le show vidéo et il n'a dit que ce qu'il voulait dire, que ce qu'il voulait bien dire. Parce que ça faisait déjà plusieurs années que des auteurs comme Walsh, comme Ballester, ou même des anciens coéquipiers comme Tyler Hamilton avaient écrit des livres et racontaient un peu les coulisses de la mafia Armstrong et les coulisses du dopage dans l'équipe US Postal et dans l'équipe de la Discovery Channel. Alors, là, on parle de dopage. Donc, dopage, c'est pour améliorer le moteur physique, entre guillemets. Donc, prise de corticoïdes, prise de PO, autotransfusion sanguine, évidemment. Enfin, tout l'attirail du parfait médecin scientifique appliqué au sport. Mais sauf que il y a aussi un vrai doute sur le dopage mécanique. Donc, il y a en fait un journaliste de l'équipe qui, il y a quelques années, a sorti un livre
un livre enquête où il a été rencontrer un scientifique mécanicien hongrois qui était aussi un coureur cycliste amateur et qui a, à la fin des années 90, développé et inventé le moteur dans le vélo de course. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait, il voulait réussir à être au niveau des coureurs, des autres coureurs, sans avoir à se doper. Et donc, il avait imaginé de développer un moteur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des émissaires, je crois des Italiens, qui sont allés le voir et qui lui ont proposé de l'argent pour qu'il ne propose à personne son invention et que pendant 10 ans, il se taise. Et en fait, il a d'abord reçu 300 000 dollars et puis ensuite, il a reçu 200 000 dollars. 2 millions, pardon, J'allais 2 dire, c'est pas millions de beaucoup dollars. pour se taire, ouais, effectivement. 2 millions de dollars. Et donc, en fait, pendant 10 ans, il ne devait donc dévoiler à personne son invention et ne pas la développer plus loin. Et en fait, de quoi on se rend compte? C'est que cette invention est sortie en 98. Ce deal est passé fin 98 et Lance Armstrong, il a gagné son premier Tour de France en 99. Coïncidence? Et si vous regardez sur YouTube, il y a des vidéos qui circulent qui montrent Armstrong en train, avant ses accélérations, de mettre la main derrière sa fesse gauche, comme s'il appuyait sur un bouton sous la selle. Alors, Donc ça, on n'est pas sûr encore, c'est que des spéculations, on est d'accord. je dis ça, je n'affirme rien. Je ne fais que rassembler des faits qui ont été écrits, qui ont été dits, et des vidéos également qui sont visibles sur YouTube. Nous, on le raconte dans notre livre Légende du Tour de France parce que, en fait, on reprend des choses qui ont été dites. Alors, on le formule sous forme d'hypothèse parce que nous, on ne peut rien affirmer. On n'a pas du tout la capacité aujourd'hui à affirmer et à prouver ce que l'on raconte. On ne fait que relayer des choses qui ont été dites et des faits qui ont été identifiés par d'autres. Voilà. Voilà un peu l'esprit du livre Légende du Tour de France qui, on va dire, n'exclut rien et Le dévoile bon comme le moins bon. plein de choses. Pardon? Le bon comme le moins bon. Exactement. Et je sais que dans un des bouquins, ou peut-être en plusieurs, tu me diras, il y a aussi des anecdotes faites par d'autres personnes, d'autres célébrités, de gens connus. Oui, oui, en fait, là, c'est sur le Légende du Tour de France, ce fameux livre qui Toujours, fait donc ouais. 240 pages. En fait, c'est mon père, Gérard, qui a été s'adresser donc à tous ses amis, à tous ses proches et à des personnalités. Par exemple, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France donc dans le rugby, Oui, qui lui était absolument fan de Joop Zoetemelk, je ne le connais qui pas. était l'éternel second du Tour de France. Il y en a beaucoup comme ça. Par exemple, Anne-Elisabeth Lemoine, qui présente C'est à vous sur France 5, qui, elle, était fan de Richard Virenque. Voilà, il y en a des tas. Il y a pas loin d'une soixantaine de personnalités qui ont témoigné dans notre livre Légende du Tour de France. Très beau livre, donc avec pas mal d'histoires. Et pour revenir peut-être au Tour de France actuel, Oui. est-ce que j'ai regardé hier le classement vite fait, et je vois que le premier Français, Romain Bardet, tu me dis si je me trompe, est au quatrième place au général, et Ouais. Florian Sénéchal à la 7e place. Est-ce que ça veut dire qu'on a une chance de médaille pour la France, Non, ou alors est-ce que c'est pas c'est... Florian Sénéchal. Non, non. Florian Sénéchal est champion de France. Non, non, il est beaucoup plus loin. Sénéchal, c'est Gaudu, David Gaudu, le leader de la Groupama FDJ qui est septième. Alors, est-ce qu'on a une chance de gagner le Tour de France? La réponse est non. Sauf accident, pépin mécanique ou que les trois premiers du général soient positifs au Covid et doivent quitter la grande boucle. Dans ces cas-là, Bardet a une chance. Mais même si il était premier avec une minute d'avance et que les étapes de montagne des Pyrénées se passent bien, on a le contre-la-montre de Rocamadour samedi, donc la veille de l'arrivée, qui fait plus de 40 km. Et Bardet n'est pas suffisamment bon rouleur pour résister à des mecs comme Geraint Thomas, par exemple, ou à deux, trois coureurs qui peuvent faire partie des 6-7 premiers. Il pourrait même se faire passer. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai
c'est un vrai caillou dans la chaussure pour les Français. C'est qu'on n'a pas de coureurs polyvalents qui sont à la fois super bons en montagne et très bons rouleurs, capables de perdre moins de 30 secondes sur 40 ou 50 km, voire d'en prendre sur leurs concurrents directs. C'est ça le problème aujourd'hui. Et tu nous rappelles, c'est noté, donc c'est dommage, mais on gardera espoir quand même pour les années à venir. Le dernier Français qui a gagné un Tour de France. Ça s'appelle Bernard Hinault. Eh oui, ça remonte, c'était pas quoi, 82? Non, 85. 85, oui, ça date 85, bah oui, puisqu'en 86, c'est Greg LeMond, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier pour ne pas dire de bêtises, parce que là... Greg LeMond, c'était pas cette dernière course avec Laurent Fignon? Exact. Alors, non, en fait, voilà, c'est 85 pour être bien sûr. Parfait. Là, je viens d'ouvrir la double page où on voit justement Bernard Hinault avec ses maillots. Et il y a cette fameuse année 86, justement, c'est pour ça que j'avais cette mini-hésitation. Oui. En fait, où en 86, il y a la fameuse montée de l'Alpe d'Huez où ils finissent main dans la main. Et d'ailleurs, je vois les témoignages de Luc Alphand et de Philippe Candeloro qui ont adoré cet épisode. Et 86, c'est l'année justement, la fameuse polémique, demi-polémique, où on sait que Bernard Tapie a décidé du vainqueur dans son équipe entre Greg LeMond et Bernard Hinault. Et il a dit c'est l'année de l'Américain parce qu'il voulait développer aussi l'attractivité du cyclisme et du Tour de France aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait en sorte que ce soit Greg LeMond qui gagne et que Bernard Hinault se mette au service de Greg LeMond. Chose qu'il a fait du bout des lèvres. Ouais. Il lui a pas rendu la tâche facile. Bon, écoutez, belle histoire une fois de plus. Tu vois, j'avais oublié que Bernard Tapie était gestionnaire d'une équipe de vélo, pour le coup. Mais bien sûr, en fait, il a repris la firme Look, qui était spécialiste des fixations de ski. Et pour la développer, il a essayé d'imaginer d'autres sources de revenus et de développer d'autres innovations. Et en fait, il a appliqué aux pédales de vélo le concept des fixations automatiques. Et c'est comme ça qu'est née la cale automatique sur les pédales de vélo. Et il a fait un carton absolu avec cette affaire. Il faut se souvenir quand même qu'il avait acheté la boîte pour un franc symbolique. Il l'a restructuré et il l'a revendu pour des millions de francs, plus de 100 millions de francs, si je me souviens bien. On le raconte dans nos livres. Et donc, il a aussi développé une équipe de vélo avec son enseigne de distribution La Vie Claire. Et il avait recruté des cracks. Il a quand même eu Bernard Hinault et Greg LeMond dans la même équipe, qui étaient les deux meilleurs de leur époque. Fidèle à lui-même, on va dire. Ouais, exactement. Et du coup, encore une fois, une anecdote que vous pouvez retrouver dans les livres que Julien est venu nous présenter. Pour ce Tour de France 2022, ton pronostic? Si l'écart de 2 minutes, si l'écart reste tel quel entre Vingegaard et Pogačar, alors je ne crois pas qu'on soit à 2 minutes exactement, mais en tout cas, si l'écart reste tel quel comme ça au terme des étapes de montagne des Pyrénées, je ne pense pas que Pogačar puisse reprendre autant de temps dans le contre-la-montre de samedi. Donc pour moi, s'il n'y a vraiment pas de retournement de situation en montagne, Vingegaard peut gagner le Tour de France cette année. Ok, le pari est pris. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler plus particulièrement de tes livres sur le Tour de France et sur le vélo en général, mais vous avez écrit pas mal de livres sur d'autres sports. Alors je les ai notés, il y a le foot, le rugby, le sport féminin, les Jeux Olympiques, le sport auto et le dernier en date. Celui qu'on a écrit cet hiver, qui vient de sortir au mois de mai, donc, qui est en fait l'anthologie de tous les exploits de l'être humain, quand à chaque fois l'être humain a dépassé ses limites. Et donc, j'aime bien la phrase qu'on a mis sur la 4e de couverture, qui est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. C'est une phrase de Mark Twain. Et ça résume parfaitement bien l'esprit du livre. Alors, au niveau du chapitrage, en fait, on a fait les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc, pour ce qui est de l'air, c'est tous les records
d'altitude, de vol, de saut. Faut quand même imaginer qu'il y a un homme en 2016 qui a sauté d'un avion sans parachute à 7600 mètres d'altitude, pardon, et il a atterri dans un filet de 30 mètres de côté, qui était tiré par des grues à plus de 70 mètres du sol. C'est Luke Aikins. On raconte par exemple l'histoire de Félix Baumgartner avec le projet Red Bull Stratos. Vous savez, Qui a il a sauté près sauté de l'espace, à voilà, la limite de de la l'espace. stratosphère. Et pour atteindre le mur du son, il a mis 45 secondes pour arriver à la vitesse maximum de 1357 km/h. Donc voilà, on raconte des histoires comme ça. On raconte aussi qu'un soldat de l'armée de l'air française a volé avec son avion à hélice. Il est passé sous l'Arc de Triomphe en 1919 parce en fait, il contestait le fait que l'état-major avait refusé à l'armée de l'air de défiler avec leurs avions lors du défilé de la victoire du 14 juillet 1919. Et donc, début août, il s'est mis dans l'alignement de la porte-maillot, il a remonté l'avenue de la Grande Armée et il est passé avec son avion sous l'Arc de Triomphe. Voilà, rien que ça, c'est pour le premier chapitre. Mais on raconte aussi, par exemple, ce Philippe Petit, le Français, qui a traversé entre les deux tours jumelles à plus de 400 mètres d'altitude sur un Sur un filin. fil, ouais. Voilà, c'est donc un funambule sans aucune assurance, c'est-à-dire que s'il tombait, il s'écrasait 400 mètres plus bas. Voilà, on parle là de Nathan Paulin aussi, qui a traversé entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, ou de l'expédition Solar Impulse. Et tu nous as pas donné le titre du bouquin, c'est 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible, c'est bien ça? Voilà, les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible, avec en haut Kilian Jornet, qui a quand même le record d'ascension du Mont Blanc depuis Chamonix, 3h33 depuis l'église de Chamonix pour arriver au sommet du Mont Blanc en courant, et 5 heures pour faire l'aller-retour en fait. Donc moins de une heure et demie, on va dire, 1h30, 1h45 pour redescendre du sommet jusqu'à Chamonix. C'est quand même absolument dingue. Et en bas, on voit Duplantis, Armand Duplantis, qui a amélioré le record du monde de saut à la perche à la fois en salle et en extérieur cette année. Et il est à 6,15 m ou 6,16 m en extérieur. Alors ça, c'est le dernier livre que vous avez sorti au mois de mai dernier. Oui. Et je sais que vous travaillez sur un nouvel opus. Alors oui, pour l'année prochaine, donc on sera en mai 2023, mois de juin, il faut savoir que ce seront les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Et donc, on va sortir un 100 histoires de légende du tennis, où on racontera justement toute l'histoire avec un grand H de ce sport, et puis les histoires, les anecdotes, les exploits, les records, les scandales. Évidemment, on garde une recette qui marche pour ce qui est de la sélection des histoires. Donc ça, c'est sur le développement de la collection, et ce sera le 10e de la collection. Mais on a aussi, entre-temps, en octobre 2022, donc là, cet automne, on va sortir un livre pour les 100 ans des 24 heures du Mans. Donc ce sera disponible pour faire des cadeaux de Noël. 340 pages pour 340 pages. pour décortiquer la légende des 24 heures du Mans, pour expliquer un petit peu l'organisation. Donc à la fois un livre de vulgarisation et de pédagogie sur la course, mais aussi une encyclopédie historique sur les grands faits, les grands exploits, les définitions, et puis décrypter un petit peu toute l'organisation de la course et la vie des équipes. Voilà, donc il sort pour l'automne, dans la perspective des cadeaux de Noël, et on sortira une version premium enrichie au mois de juin l'année prochaine, un peu après la sortie en même temps, on va dire, que la sortie de notre livre sur le tennis. Une version enrichie avec plein de petits bonus, des témoignages de personnalités liées au Mans, de grands pilotes, etc. Eh bien, écoute, on sera au rendez-vous. J'espère que tu reviendras nous voir pour nous en parler. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été notre invité. Tu nous rappelles où on peut acheter peut-être toute la collection des 100 histoires de légende? Je vais dire dans toutes les bonnes librairies, dans toutes celles qui ont décidé de référencer nos livres, évidemment dans les grandes boutiques, dans les grandes chaînes comme la Fnac, comme Cultura, et
bien évidemment aussi, pour ceux qui ont une préférence pour le digital et pour le e-commerce, vous trouverez ça aussi sur Amazon et sur le site de la FNAC. Vous verrez d'ailleurs que régulièrement, nos livres font partie de la catégorie des meilleures ventes et des livres les plus offerts. Eh bien, écoute, c'est parfait. Comme ça, on sait où les trouver et où les acheter. Merci encore, Julien, d'être passé nous voir. Et puis, on te dit à très vite et à très bientôt. À très bientôt, Mourad.